Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo analyse où on va parler d'un personnage, bon pas très connu de la licence Transformers, un certain Optimus Prime. Il y a quelque temps, je vous ai proposé une analyse un peu différente dans laquelle je vous parlais de la conception du design de Megatron dans Transformers 5, ma version préférée du personnage sur le plan visuel, enfin dans les films du moins. Et puisque l'idée semble vous avoir plu, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose de temps en temps pour d'autres personnages des films. Bon, je pense pas faire ça ultra souvent non plus, mais disons que pour des personnages aussi importants que Prime ou Megatron, ça peut servir de complément aux autres vidéos faites à leur sujet. Là où pour un personnage plus mineur, j'évoque également le design dans la vidéo analyse de base. Plutôt qu'un seul, j'ai envie aujourd'hui de revenir sur l'évolution stylistique du personnage, l'évolution de ses designs au fil des ans sur grand écran. Comment le premier a-t-il été conçu et comment est-ce qu'il a évolué pour devenir celui que l'on connaît aujourd'hui dans Rise of the Beast. Concevoir un personnage comme Optimus Prime sur grand écran, c'est s'attaquer à une icône de la pop culture mondiale, déjà en 2007. C'est un personnage qui a marqué une génération d'enfants dans les années 80, mais aussi dans les années 2000 avec Transformers Armada, Energon et Cybertron. Donc contrairement à d'autres persos, qui pouvaient largement être réinventés visuellement, comme Ironhide ou Ratchet, Prime se devait de garder un certain nombre de références au personnage d'origine. Le perso est donc passé par des tas et des tas de concept art et de design différents. Il faut bien comprendre deux choses. Au moment de la production du film, il y avait deux objectifs. Respecter autant que possible le matériau de base, mais également surtout en faire une version très réaliste et modernisée. Il s'agissait donc de trouver un bon équilibre entre ces deux philosophies qui se sont parfois heurtées l'une à l'autre. Le problème, c'est qu'à l'époque, les fans de Transformers étaient très marqués par la première génération. En effet, les enfants ayant grandi avec Armada étaient sans doute un peu trop jeunes pour être ultra actifs sur internet, et la communauté comptait de très nombreux G-Owners entre guillemets, à savoir les fans de la première génération, refusant tout changement. Vous imaginez donc l'horreur, l'hérésie à leurs yeux, quand ils ont appris que Prime allait être un camion à nez long, et qu'il n'allait pas être une copie carbone de l'original. Alors déjà, première chose, un Optimus Prime 100% fidèle à la G1, ça ne peut pas exister. À l'époque, en 2006, il y avait cette animation en 3D faite par un fan qui tournait pas mal, et qui était censé représenter ce à quoi pourrait ressembler un Optimus, ou Ultra Magnus vu la couleur, sur grand écran. Sauf que non, l'animation est super bien faite pour un travail de fan, je dis pas le contraire, surtout pour l'époque, mais ce robot-là, il est fidèle au jouet d'Optimus. Pas au cartoon, ni aux comics. Le dessin animé avait déjà un Optimus avec des proportions autrement plus fines que le jouet de base, qui était ultra carré. À la rigueur, la seule version du personnage qui était proche de cela, c'était la version Energon. Et deuxième chose, le choix d'un camion à nez long au lieu d'un camion à nez court, pour moi, c'est un non-débat, car en 2007, le personnage avait déjà eu les deux modes alternatifs. La version G1 puis Energon avait un camion à nez plat, la version Laser Optimus de la G2 puis Armada avait un nez long, et côté Robots in Disguise et Cybertron, c'était un camion de pompier, classique dans un cas, futuriste dans l'autre. Donc le choix de ce camion Peterbilt était totalement acceptable. Une anecdote que j'aime énormément d'ailleurs sur la conception de ce mode véhicule, c'est que malgré son look ultra classe, propre et agressif, il est basé sur un camion d'occasion tout moche. Plutôt que de dépenser 150 000 $ dans l'achat d'un véhicule neuf, ce qui est quand même pas rien, Michael Bay et ses équipes ont acheté un Peterbilt d'occasion qu'ils ont intégralement customisé pour lui redonner cette apparence moderne. Et le résultat, eh bien c'est celui que l'on connaît, ce camion iconique avec ce bleu, ce rouge et ses flammes. Oui, ça aussi c'était un sujet de débat, et peut-être l'un des rares points où je suis plutôt du côté des G-Owners entre guillemets. Je n'ai jamais été un grand fan de ces flammes, ça a un côté trop claquant, trop voyant pour un personnage comme Optimus, mais en même temps, elles ne sont pas si proéminentes que ça, en particulier quand on les compare à ce qui arrive après. Pour Michael Bay, c'était un élément cool à rajouter sur le camion, et aussi un moyen, paraît-il, de mieux filmer ce dernier, qui s'il avait eu trop de rouge, aurait moins bien rendu à l'écran. Ça c'est pour le véhicule, mais pour le robot maintenant. Pour le coup, on a davantage eu d'inspiration du Optimus original. Bon, pour ce qui est de sa tête, il y a eu beaucoup
beaucoup de concepts différents, certains très proches de la G1, d'autres au contraire totalement chelous. On peut par exemple prendre ce truc là, on dirait la tête d'un robot random, et en dehors de la couleur, et allez vite fait les petites antennes, ça n'évoque en rien Optimus. A l'inverse, on a un autre concept que je trouve intéressant, qui donnait à Prime un côté presque chevaleresque dans son masque, comme si c'était un aume de chevalier. Ça reprend certains éléments de l'original, mais en y rajoutant un peu de jaune et plus de détails. Assez étonnamment, il y a aussi eu cette tête-là, qui n'évoque vraiment pas le perso non plus, et qui a un manque criant de personnalité, qui est allé assez loin dans la production avant d'être remplacé. On a eu aussi quelques croquis, notamment par l'artiste Ben Proctor, qui commençait à tendre vers ce qu'on a connu, comme celui-là, qui montrait Optimus avec un masque rétractable et les antennes sur le dessus, mais aussi en arrière. Et donc petit à petit, on est arrivé sur le design qu'on connaît, une modernisation du visage G1 avec un choix de lui donner une bouche, avec un masque et pas juste le masque comme dans la G1. Là encore, beaucoup ont râlé et je suis d'accord sur un point, c'est qu'on n'en a pas besoin pour rajouter des émotions au personnage. La majorité des émotions d'un Transformer passent par leurs yeux, et ce depuis bien longtemps. C'est d'ailleurs quelque chose que les nouveaux films ont très bien compris, leur donnant de plus grandes optiques. Mais même à l'époque du Bayverse, c'était le cas. Donc on aurait pu garder un Optimus avec un masque 100% du temps, ça n'aurait pas été choquant. En revanche, je vais redire ce que j'ai dit, mais ce n'est ni Michael Bay ni les artistes ayant bossé sur le film qui ont inventé le principe d'Optimus qui a une bouche. Même si on met de côté Optimus Primal, qui est un personnage différent, littéralement 1 an avant le film, s'est achevée la série Transformers Cybertron. Série où Prime, vous l'avez deviné, a une bouche et un masque rétractable. Tout comme dans Animated d'ailleurs, sorti quelques mois après le film. Donc c'est un non-débat là encore. Concernant l'apparence d'Optimus dans son ensemble, le reste de son corps est passé par plusieurs itérations avant d'arriver à celui que l'on connaît. Le concept art le plus connu peut-être à ce niveau est celui-ci, qui combine une des têtes vues précédemment avec un corps très majoritairement bleu. De tous les concepts, c'est peut-être celui qui se rapproche le plus de la version finale. Parmi les autres différences, on peut noter le fait que les pneus disparaissent, ce qui posait problème à Hasbro en termes de jouets, mais aussi aux animateurs en termes de logique. On peut aussi noter d'ailleurs que cet Optimus a une arme à feu sur le bras, ce qui ne sera pas le cas dans le film final. Un autre concept datant de décembre 2005 nous montre cette fois-ci le personnage avec un design un poil plus carré, et des vitres du camion davantage visibles. Finalement, c'est en 2006 que la version finale, ou quasi-finale du personnage, fut approuvée pour ce qui est de son corps, avec un design de Ben Proctor, qui avait designé une bonne partie des robots de l'époque. C'est d'ailleurs aussi avec Optimus qu'on a travaillé chez Paramount sur les protoformes, ce principe de Transformers sans mode alternatif. À ce niveau, on note une version totalement nue entre guillemets et une autre avec un peu de couleur, ce qui pourrait passer sans trop de soucis pour un simple mode cybertronien. Mais finalement, Bay et ses équipes ont privilégié l'apparence davantage alien que l'on connaît aujourd'hui. Composé de milliers de pièces différentes par les équipes de chez ILM, dire que cette version d'Optimus Prime a marqué le grand public sur le plan visuel serait peu dire. Il est devenu le visage de la franchise, réussissant ce que peu d'autres bots ont réussi, à savoir faire globalement consensus sur le plan du design, aussi bien chez les fans que chez les néophytes. Personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était une excellente modernisation du concept d'Optimus Prime, avec peut-être comme seul reproche concret le fait que ses yeux sont un poil trop petits. Bien sûr, à l'image de tous les bots du premier long métrage, Prime a été pensé pour incorporer toute la masse de son mode véhicule, ou en tout cas, donner l'illusion autant que possible. Et à ce niveau, les équipes des studios ILM ont fait un travail fantastique, car en termes d'effets spéciaux, je trouve qu'avec ce personnage en particulier, c'est celui qui a les scènes les plus impressionnantes et les plus poussées niveau transformation. J'en avais brièvement parlé dans mon Magnus Toy Show sur Ratchet, mais concernant ce dernier par exemple, les animateurs ont eu beaucoup plus de mal à rendre la transformation crédible, et quand on la regarde au ralenti, on voit la quantité de triche entre guillemets qui a été appliquée. Pour Optimus, en revanche, on a vraiment la sensation que tout va quelque part, et l'illusion est quasi parfaite. Et je pense que c'est pour ça que ces effets spéciaux ont si bien vieilli. Ils ont été énormément travaillés en amont, avec une collaboration parfois étroite entre ILM et Hasbro, afin de rendre physiquement possible certains mouvements, permettant à la fois un design cohérent à l'écran et adaptable en jouet. C'est donc fort logiquement que la philosophie de Revenge of the Fallen a été de ne rien changer. Mais c'est très bien,
Pourquoi changer quelque chose qui marchait déjà très bien, et qui au passage a coûté ultra cher à concevoir? Cependant, très tôt dans la production, il était certain qu'Optimus allait recevoir à un moment donné un power-up, à savoir une amélioration, et donc il a pendant été un temps envisagé de lui donner une remorque qui se transformerait en sorte d'énorme armure avec des ailes. Ben Proctor avait réalisé une première version de ce concept, mais il fut finalement décidé que ce serait une combinaison avec Jetfire, enfin plutôt le cadavre de Jetfire, qui permettrait à Prime de gagner en puissance, un concept illustré par Josh Nisi et qui sera repris tel quel dans le film final. Le premier vrai changement esthétique pour Optimus Prime interviendra dans Transformers Dark of the Moon. Tout d'abord, suite à ses blessures dans Revenge of the Fallen, quand Megatron l'a transpercé, il a désormais une nouvelle section au niveau de la partie abdominale, mais pour le reste, c'est globalement la même chose. En revanche, les équipes du film ont enfin pu incorporer l'idée, qui avait été évoquée dans le second long métrage, d'avoir cette remorque qui lui permettait de s'upgrader. Le concept était assez simple sur le papier. Une partie de la remorque devient un jetpack, le reste devient une station d'armement. D'un côté, le design du jetpack a été relativement vite décidé, en tout cas je n'ai pas trouvé 1 million de choses différentes. En revanche, côté armement, waouh, il y avait des idées sacrément perchées. Il y a notamment le studio Massive Black qui a énormément travaillé sur les concept art des 3 premiers films, qui avait fait tout un tas de propositions que j'ai du mal à juger entre est-ce que c'est totalement badass ou totalement éclaté. Typiquement, eux, ils voyaient la remorque comme pouvant devenir une armure qui recouvre tout le corps du personnage, donnant une apparence limite chevaleresque ou même bestiale. On a ça d'un côté, mais également des armes ultra balèzes, des grosses mitrailleuses, une double épée, bref, Optimus aurait vraiment été cheaté. Mais ce n'est pas tout, car vous vous souvenez peut-être, mais l'un des concepts phares de l'époque de Dark of the Moon, c'est le fameux mode Stealth Force, qui permet aux Transformers d'avoir un mode véhicule armé. Ça a beaucoup été utilisé dans les jeux vidéo dérivés, mais aussi vite fait dans le film, avec la course-poursuite sur l'autoroute et les personnages des Wreckers. Mais Optimus aussi avait son mode Stealth Force, et... oh boy. Certains concepts avaient été faits pour le jeu vidéo, mais d'autres, la majorité, pour le film. Deux philosophies s'affrontaient alors, soit l'avant du camion était armé, soit c'est l'ensemble du camion qui devenait une sorte d'énorme mastodonte armé jusqu'aux dents. Avoir un semi-remorque entier qui se transforme de la sorte, ça aurait pu être quelque chose d'énorme, mais dans le même temps, est-ce que ça aurait pas fait too much? Est-ce que c'est vraiment le rôle d'Optimus Prime d'avoir 36 mitraillettes à l'arrière de son mode camion? Honnêtement, j'en suis pas sûr, mais les concepts en eux-mêmes sont intéressants et méritent d'être vus. C'est encore une fois intéressant de voir dans quelle direction le personnage aurait pu aller et pourquoi ça n'a pas été fait. En l'occurrence, je pense surtout que ça n'avait pas sa place dans le déroulé du film, car concrètement, à part la course-poursuite sur l'autoroute, il n'y avait pas forcément de place pour faire que Prime utilise son véhicule de la sorte, car dans la bataille finale, il utilise sa remorque en tant que jetpack uniquement. Cette évolution de design pour Optimus, aussi légère soit-elle, était donc la bienvenue, et avoir le personnage avec une remorque est toujours quelque chose d'appréciable, d'autant plus qu'ici, on lui avait trouvé une utilité pratique. C'est même l'un des enjeux du début de la bataille finale, quand Shockwave l'a fait se détacher de l'avant de son mode camion. Un peu à l'image d'Armada, Energon ou Cybertron, la remorque d'Optimus était donc un moyen ici pour le personnage de devenir plus fort. Et mine de rien, c'était cool de voir ça porté à l'écran. Mais puisque toutes les bonnes choses ont une fin, l'apparence du personnage a été lourdement modifiée dans le 4e opus, allant avec cette volonté de renouveau de la saga à l'époque, une évolution de philosophie qui se ressentira à plus d'un égard. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Edge of Extinction, Prime a deux designs, une version abîmée et rouillée, souvent qualifiée de mode évasion, et une version flambant neuve qu'il adopte plus tard. La version évasion d'Optimus Prime est probablement l'un des designs les plus appréciés de la franchise à l'écran, donnant au personnage des 3 films un aspect usé, à l'image de ce qu'il vit à l'écran en fait. C'est un design qui raconte une histoire, une version plus terne et moins vive d'un personnage qui a perdu foi en l'humanité, après avoir été trahi par les humains entre le 3e et le 4e film. Josh Nisi, qui était devenu entre-temps le principal artiste travaillant sur les personnages des films, a proposé divers concepts pour le mode évasion, certains étant assez singuliers et différents de ce qu'on connaît au final. Mais il y avait aussi une forme de logique à proposer ces nouveaux designs. Il avait pris l'apparence d'un camion plus petit,
à nez plat cette fois, et finalement assez inspiré de la G1, un hommage bienvenu à la version originale du personnage. Cependant, peut-être par contrainte de budget ou de temps, Prime n'a pas été franchement redesigné en conséquence. D'un point de vue de l'apparence physique, la seule nouveauté de ce design, bon en dehors de la couleur bien sûr, c'est la calandre du camion qui vient se placer au niveau de son abdomen. Mais pour le reste, c'est simplement une réutilisation du design du personnage dans les 3 premiers films. Et si vous voulez mon avis, ça se voit que les animateurs, ou même Michael Bay lui-même, n'ont pas énormément porté attention aux détails. En témoigne par exemple la présence de 2 cheminées sur son mode robot, alors que son camion, il n'en a qu'une. Mais surtout, on change de philosophie, car on est alors sur un cas de réutilisation de modèle 3D d'un robot qui se change en un véhicule totalement différent de celui de base. C'est arrivé avec Longol et Onslaught, Crowbar et Dreadbot, Drift entre Transformers 4 et 5, Hound également, et malheureusement, ça dessert un peu la philosophie de base autour du personnage. C'est notamment visible lorsqu'il se transforme de robot en véhicule. On voit que ses vitres changent de masse, que tout se comprime un peu bizarrement, etc., etc. Mais fondamentalement, ça ne me pose pas trop de problèmes. Comme dit plus tôt, il y a toujours de la triche dans la réalisation d'un design de Transformer. Toujours. C'est juste que certaines fois, c'est plus visible que d'autres. Et dans le cas d'Optimus Prime en mode évasion, on peut, quand on voit le robot, se dire que oui, il peut globalement se changer en ce camion. Il a des roues, des vitres, la calandre de ce dernier, ça va, ça passe, on comprend où ça va. Là où la philosophie a en revanche complètement été changée, et le principe de Transformers bafoué pour certains, c'est avec son deuxième design, son design de chevalier. Dans le développement du film, il est apparu très rapidement que le leader des Autobots allait avoir droit à un tout nouveau look, tout beau, tout propre, avec un nouveau mode véhicule et un nouveau mode robot. Le véhicule tout d'abord n'est désormais plus un camion Peterbilt mais Western Star. Non pas que j'ai un souci avec le camion en lui-même, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit quelque chose qui me gênait avec, sans que j'arrive à vraiment mettre le doigt dessus. Et en y regardant de plus près, et surtout en le comparant avec le précédent, j'ai compris ce que c'était. Alors, au-delà des flammes qui sont désormais proéminentes et qui accentuent donc ce côté Jackie Tuning, j'ai compris ce qui n'allait pas avec ce camion à mes yeux. C'est qu'il n'est pas entre guillemets réaliste. Ce que je veux dire, c'est que quand on compare le Peterbilt d'Optimus au vrai camion tel qu'il est fait à la base, en termes de forme, il n'y avait pas énormément de différence. On reconnaissait, on savait que c'était le même camion. Là, pour le modèle Western Star, on lui a rehaussé son capot et rajouté 6 cheminées à l'arrière, 3 de chaque côté, alors que le vrai camion n'en a pas de ce que j'ai pu voir. Je vais pas râler et faire mon puriste du réalisme, surtout que je suis très mal placé pour ça, mais ça montre bien qu'à ce stade, on oublie toute notion vraiment de vraisemblance, de réalisme, on veut le style avant tout. Et ça marche, pourquoi pas, même si à mon sens, c'est un peu trop over the top pour un personnage comme Prime. Mais là où la déconnexion se crée réellement, c'est avec le mode robot. Ce dernier est souvent désigné par les fans comme une version entre guillemets chevalier d'Optimus, et globalement, quand on regarde les concept art réalisés en amont du film par Josh Nisi, pas une seule représentation du personnage n'y échappe. Donc ça devait faire partie du cahier des charges. On a notamment celui-ci, qui est très connu et sur lequel seront basés les jouets du perso, avec des proportions un poil plus carrées que la version finale et une épée différente. Mais il y a aussi d'autres designs qui montrent un Optimus entièrement blanc, ou argenté en tout cas, et décrit comme une version power-up. En gros, comme si le design de chevalier était une upgrade temporaire ou définitive pour le personnage, et qu'il aurait même pu avoir avec un mode encore plus puissant qui l'aurait rendu brillant en fait. C'est un concept qui est allé suffisamment loin pour que Hasbro en produise des jouets d'ailleurs, avec le fameux Silver Knight Optimus Prime. Est-ce que le concept de base c'était ça, d'obtenir une sorte de version ultime d'Optimus, un chevalier blanc surpuissant qui parviendra à vaincre Galvatron et Lockdown? Honnêtement, on peut pas savoir. Mais vous voyez déjà où je veux en venir là, vous savez ce que les fans ont détesté sur ce personnage. C'est qu'on ne dirait pas un Transformer sur quasiment aucun point. Retirez la tête d'Optimus Prime et collez la tête de n'importe quel robot sur ce design et vous obtenez un robot chevalier quelconque. Les seuls rappels d'un mode véhicule sur ce design, ce sont les cheminées à l'arrière et allez, si on veut être gentil, les flammes sur le torse. Tout le reste du camion disparaît littéralement.
Pourtant, on en a déjà eu des Transformers qui ont une transformation tellement complexe que le véhicule disparaît presque dans le robot. On pourrait citer par exemple Megatron de Dark of the Moon. Mais là, regardez au ralenti la première transformation de Prime dans Age of Extinction, et vous verrez que ce qui se passe n'est non seulement pas possible d'un point de vue physique, mais bon, c'est un Transformer, comme je l'ai dit, il faut tricher, mais c'est surtout pas possible sur le plan de la logique, de la vraisemblance. Tricher un peu dans une transformation pour passer d'un mode à l'autre, tous les films l'ont fait et continueront de le faire, c'est obligatoire. Mais il y a un pas à ne pas franchir entre ce qui est vraisemblable et ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas me faire croire que quasiment toute la partie avant du camion se comprime dans un torse aussi petit que celui-là. On voit 2 fois des pièces énormes rapetisser et s'enfoncer dans le torse d'Optimus. Là, c'est du mass shifting purement et simplement, le même genre de logique qui faisait que Megatron devenait un flingue et Soundwave un lecteur cassette dans la G1. C'est pareil ici. Ce design fait du mass shifting de partout, et comme dit précédemment, en faire un peu comme pour la transformation de son mode évasion, c'est pas très grave à mon sens. En faire trop, ça trahit la promesse de base des films Transformers, à savoir réaliser la prouesse technique de rendre les personnages et leurs transformations un minimum réalistes et vraisemblables. Le pire, c'est que c'est totalement assumé par les équipes du film. Les personnages d'Age of Extinction sont pensés pour être humanoïdes avant tout, et avoir un maximum d'attributs humains sur le plan physique. Donc ça nous donne un design qui en soi est cool, mais dont la philosophie sous-jacente est problématique à mon sens. Je l'aime beaucoup ce design pour Optimus, vraiment, j'aime son esthétique, mais j'ai conscience qu'elle est thématiquement à l'opposé de ce que les films proposaient au départ. Pour The Last Knight, l'apparence du personnage n'a pas été modifiée d'un iota. Il a gardé la même apparence, avec simplement l'ajout temporaire d'une marque rouge sur son visage et des yeux violets pour quand il était transformé en Nemesis Prime. Pour connaître l'histoire de cette fameuse marque rouge, je vous invite à voir ou revoir ma vidéo sur Megatron. Le seul concept un peu différent du personnage pour ce film, c'est une version un peu rouillée, un peu usée. Peut-être qu'il avait été envisagé pendant un temps que Nemesis ait des teintes un peu plus ternes comme ça justement, ou peut-être que c'est juste un concept qui n'était pas censé donner grand-chose. Pour le film Bumblebee en 2018, qui a servi de soft reboot à la franchise, il fallait repartir sur des bases plus saines. Retour à un design plus simple pour le personnage et surtout, un design inspiré de la G1. Le film se passant dans les années 80, c'était l'occasion de proposer cela. C'est l'artiste Mark Young qui a été le principal créateur du concept art du perso, ayant servi de base au film. La philosophie autour de Prime était assez simple. On se base sur la version G1 et on la rend plus réaliste. Certains designs préliminaires avait un aspect très carré, limite trop en fait, comme celui-ci qui était, je pense honnêtement, trop cubique. La version finale, comme vu sur le concept art puis encore plus dans le film, a tout de même des proportions plus clean et qui lui permettent des mouvements bien plus dynamiques. Niveau couleur, il est également plus simple, avec une dominante de rouge et de bleu. On notera d'ailleurs que pendant un temps, il a été envisagé de lui donner un mode cybertronien, avec donc un mode robot modifié, qui lui aurait enlevé ses vitres au profit de ça quoi. Et en termes de véhicule, c'est là que ça devient intéressant, car il aurait été une sorte de gros camion cybertronien avec une remorque attachée. D'ailleurs, je sais pas vous, mais la partie avant me rappelle un peu le mode alternatif du personnage dans War for Cybertron. Et maintenant que la gamme Studio Series s'est ouverte au concept art, je serais pas contre une version cybertronienne de cet Optimus Prime. Cette nouvelle approche stylistique pour le personnage était selon moi un bon retour aux sources. Pas seulement un retour aux sources pour ce qui est de la G1, mais même un retour aux sources pour ce qui fait un Optimus. D'un point de vue de philosophie de design, cette version et celle des 3 premiers films ont bien plus en commun comparé à la version des 4e et 5e opus de Bay. C'est 2 approches différentes pour un même personnage, mais pas un changement complet de philosophie. Et cette philosophie, elle s'est poursuivie pour Rise of the Beast justement. Le design d'Optimus Prime ici est une évolution de celui vu dans le film d'avant, ajoutant notamment plus de parties grises, notamment les mains et le bas du torse, et modifiant aussi un petit peu les jambes. Ce film signe aussi le retour d'une bouche pour le personnage, semblable à celle qu'il avait dans les 3 premiers films. Pareil pour le mode camion qui gagne un peu en agressivité, avec un pare-buffle à l'avant et des parties argentées sur le dessus. Le design se recomplexifie légèrement et personnellement j'aime bien. En fait, l'évolution du personnage sur le plan esthétique entre les 2 films est un peu à l'image de ce que Paramount a fait pour Rise of the Beast, reprendre des trucs de Bumblebee tout en y greffant des éléments du Bayverse.
et Optimus en est le parfait exemple. Je sais que beaucoup de personnes préféraient la version précédente, qui est encore plus proche de la G1, mais pour ma part, je m'inscris peut-être dans une minorité en pensant que la version de Rise of the Beast est ma préférée. Peut-être que c'est ces petits rappels du design des 3 premiers films, le côté plus agressif du camion qui garde malgré tout son identité propre, et restant ce Freightliner à nez plat que les fans avaient aimé dans Bumblebee. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version est votre préférée. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que pendant un temps, il a été envisagé de faire quelque chose de complètement différent. En effet, un concept art d'Optimus le voit avec une apparence totalement nouvelle, conservant vite fait certaines parties du design de base, mais incorporant les pièces d'un tout nouveau véhicule, à savoir un camion militaire de la marque Mercedes. Alors honnêtement, encore à ce jour, je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'ils sont allés chercher ça. Quel aurait été le projet avec ce design? Ce qui est encore plus fou, c'est que des jouets en ont été faits. Donc est-ce que réellement ça a été envisagé aussi sérieusement que ça? C'est une vraie question. Pour ma part, je trouve que le design, s'il n'est pas mauvais en soi, ne convient pas forcément pour un Optimus. Il aurait davantage de sens pour un Ultra Magnus par exemple, en tant que gros camion militaire, avec des teintes du coup en l'occurrence un petit peu plus blanches. Mais j'ai trouvé pire encore. Ça! Voilà, un Optimus qui se transformerait en énorme truc tout-terrain, c'est même pas un camion, c'est juste une sorte de gros pick-up. Bref, heureusement que c'est resté au stade de concept, et d'ailleurs, on peut le voir via le titre de ce design, qui décrit le personnage comme présent en Afrique, que c'est un truc qui a été réalisé très tôt dans la production, quand il n'avait même pas encore été décidé de faire se passer la seconde partie du film au Pérou. Un point aussi que je voulais évoquer très rapidement, c'est la transformation de cet Optimus, parce qu'effectivement, c'est pas ALM qui a bossé sur Rise of the Beast, mais le studio MPC. Et si on est à peu près tous d'accord pour dire que leurs compétences ne sont pas du même niveau, ILM restant le summum en termes de qualité, globalement, la philosophie du personnage, et notamment sa toute première transformation, en entrant dans le hangar où il y a Noah et Mirage, ça reste plutôt fidèle, je trouve, à ce qu'on voyait dans le premier film, dans le sens où on voit globalement ce qui se passe pour la transformation. On voit d'où sortent les bras, on voit d'où sortent les jambes, on voit comment globalement la transformation fonctionne. Il y a juste un moment dans le film où c'est vraiment moche, c'est au moment de l'attaque du musée, où vraiment il se transforme très rapidement, et là, c'est vilain. C'est vraiment vilain. Mais le reste du temps, la transformation d'Optimus est crédible. Il y a beaucoup de triche, je le redis, mais c'est crédible. On sait comment ça se passe, on comprend comment le personnage se transforme. Et pour l'avenir alors, qu'est-ce qui attend le personnage sur le plan esthétique? Comment continuer de réinventer cette icône de la pop culture à l'écran? Déjà, pour Transformers One, on est parti sur quelque chose de totalement nouveau, de façon assez logique, puisqu'il s'agira ici, pour la grande majorité du film, d'Orion Pax, un Optimus jeune. Personnellement, j'aime son design, mais puisqu'on n'a pas encore vu le film, et donc qu'on n'en sait pas plus sur sa production, on ne sait pas encore comment ils en sont arrivés au résultat que l'on connaît. Et pour ce qui est des films en live action, on ne sait vraiment pas pour le coup à quoi Prime ressemblera dans le futur crossover avec G.I. Joe. Va-t-il garder à 100% son design de Rise of the Beast? Va-t-on revenir sur un camion à nez long? Ou pourquoi pas partir sur un véhicule militaire, en accord avec le thème du film? Honnêtement, vous savez ce que j'aimerais voir un jour sur grand écran? Un Optimus qui se change en camion de pompier, car ça c'est vraiment un mode sous-coté pour le personnage à mon sens. Bref, voilà pour cette très longue vidéo sur l'évolution des designs d'Optimus Prime sur grand écran. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et que vous aurez apprécié cette suite entre guillemets à ma vidéo sur Megatron de The Last Knight que j'avais faite il y a quelques temps. Dites-moi tout ça en commentaire, et n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est peu mais ça aide beaucoup. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Magnus, portez-vous bien, ciao.